Salut à tous, nouvelle vidéo autour des Mac M1. Vous voyez qu'on a reçu tous les modèles qu'on teste depuis quelques jours. Alors évidemment, vous avez beaucoup de questions, beaucoup de stress aussi, des inquiétudes évidemment, et puis aussi beaucoup de positifs, d'enthousiasme autour de ces machines. Alors moi, je vais vous faire une première vidéo sur mon retour d'expérience après quelques jours, avec les bons et les mauvais côtés, et puis on fera des tests bien sûr de performance dans une autre vidéo. On testera aussi ces machines un petit peu plus en détail. Bref, les amis, c'est parti. Bon, ces Mac restent des Mac tels qu'on les connaît, il n'y a pas de nouveau design, malheureusement, il n'y a pas d'écran tactile. En fait, ça a permis à Apple de sortir ces machines très vite, de réutiliser les chaînes de production. Alors c'est vrai qu'on a les mêmes formats, les mêmes connectiques, les mêmes claviers. Je dirais que le plus perturbant, c'est le passage forcé à macOS Big Sur, effectivement, puisque on a ce nouveau design, ces interfaces un petit peu bizarres. D'ailleurs, allez voir notre vidéo sur les nouveautés de ce système. Alors on a quand même quelques petites modifications par rapport aux machines Intel. Déjà, vous rappelez, pour mettre le mode Target, pour l'utiliser comme un disque externe ou pour activer la restauration par exemple, et ben maintenant il faut appuyer longtemps sur le bouton de démarrage qui vous donnera accès donc à tous ces menus qu'on connaît bien. Là c'est à peu près pareil qu'avant. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, c'est la sortie de veille. Je croyais au début que c'était tellement instantané que je l'avais pas bien fermé. En fait c'est comme un iPad, vous levez simplement l'écran et l'ordinateur se met tout de suite en marche. Donc voilà, des bonnes choses finalement, mais pas vraiment de perturbation si vous avez déjà eu un Mac auparavant. Alors au niveau de la connectique, on a quand même des petites différences. Déjà les ports sont Thunderbolt 3 mais surtout USB 4, donc ça c'est une nouvelle norme qui va arriver très bientôt. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais ça va permettre de faire baisser les prix pour avoir à peu près les mêmes débits que le Thunderbolt, donc ça c'est plutôt cool. À l'intérieur, on a du PCI Express 4 contre 3 avec Intel, ce qui permet d'avoir des super débits. Regardez ici sur le MacBook Air, on a quasiment 3 gigaoctets secondes, donc ça c'est plutôt pas mal, tout en utilisant moins de lignes PCI Express, donc c'est plutôt cool. En revanche, si vous regardez le Mac Mini, avant il acceptait 3 écrans, là on en a plus que 2 et encore il faut utiliser le HDMI, donc ça c'est un petit peu plus limitant. On a aussi toujours que 2 ports sur toutes ces machines en Thunderbolt, on en avait 4 avant sur le Mini. On n'a plus de GPU externe, Apple l'a dit sur ses bécanes, il n'y aura pas de GPU externe, donc ça c'est un petit peu dommage, on n'a pas de visibilité sur l'avenir non plus. Par contre, un truc cool c'est qu'il y a du Wi-Fi 6, là on a déjà fait des tests préliminaires et ça c'est vraiment bien puisqu'on gagne 100-150 mégabits là sur une connexion à 1 gigabit, donc ça c'est plutôt cool. Bref, du bon et du moins bon, mais c'est vrai que voilà, ça va plutôt dans le bon sens en termes de connectique. Alors la grosse différence avec Intel, c'est bien sûr la consommation électrique. Regardez ce Mac Mini, il ne consomme plus que 20 watts là en pleine charge dans un jeu, ce qui est absolument incroyable. Avant on était à 80-90 watts, donc la différence est énorme. Et surtout la conséquence, c'est que ces machines sont extrêmement silencieuses. Là par exemple, elles sont en route, elles ne font aucun bruit, les ventilateurs s'enclenchent extrêmement rarement. Alors des ventilateurs, il y en a sur nos deux machines, mais il n'y en a pas sur le MacBook Air qui lui est totalement silencieux. Et même regardez ici, là on a lancé une vidéo 8K, le GPU est à fond, il n'y a pas de perte d'image même si vous le laissez 20-25 minutes, et la température reste modeste, on est en dessous des 40 degrés, donc ça c'est vraiment exceptionnel d'avoir une machine fiable, surtout sur la durée, silencieuse et en plus qui chauffe pas. Vraiment, moi j'attendais ça depuis des années. Alors qui dit consommation en baisse dit autonomie en hausse sur les portables, et ça c'est vrai que Apple annonce 18-20 heures là entre le Pro et le R, mais c'est vrai qu'eux ils ont la luminosité à 50%, moi je l'ai mis à 100%, je vous ai fait des petits tests vidéo, recharger des pages web, et là j'arrive entre 8 et 9 heures, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une journée complète de travail, la luminosité à 100%. C'est absolument du jamais vu, d'autant que la machine, je vous le rappelle, est silencieuse et reste performante. Alors évidemment, on change d'architecture, ce qui veut dire que tous les programmes doivent être recompilés pour ce nouveau processeur. Aujourd'hui, il n'y a même pas 1% des applications qui sont natives. Alors, il y a quand même quelques exceptions, déjà toutes celles d'Apple. On a aussi des petites sorties là qui sont assez récentes, comme Chrome, comme World of Warcraft, comme DaVinci. Mais alors souvent, c'est des bêtas. Photoshop, DaVinci, ils sont vraiment en bêta. Et qui dit bêta dit instabilité. Alors même avec Final Cut Pro, j'ai eu pas mal de plantages, notamment au niveau du son, au niveau de certains effets. Photoshop, il manque pas mal de fonctions, même dans Big Sur. Voilà, par exemple, j'arrivais pas à récupérer les données d'un Mac à l'autre. Big Sur, il vient de sortir, donc c'est normal aussi qu'il soit pas encore très stable. Du coup, c'est vrai que c'est difficile de faire des comparatifs vraiment pertinents et objectifs en dehors un peu des applications d'Apple, mais c'est vrai que c'est un peu limitant et c'est un petit peu frustrant aussi quand on commence à tester ces bécanes. Bon, en attendant que toutes les applications soient compilées pour ARM, Apple propose donc un système qui s'appelle Rosetta 2 qui va convertir en gros les applications à la volée de Intel vers ARM. Alors, c'est amusant parce qu'il n'est pas installé par défaut alors que bon, quasiment toutes vos applications sont encore compilées que pour Intel. Alors c'est assez transparent, c'est-à-dire que uniquement si vous regardez, si vous faites fichier lire les infos sur les applications, vous allez voir quelles applis sont ARM, quelles applis sont Intel, et puis vous pouvez lancer un petit peu tout ce que vous voulez. Moi j'ai testé avec Office, avec tous les logiciels de chat, Viber, WhatsApp, j'ai essayé Tweetbot, Slack, enfin tous mes logiciels habituels fonctionnent à peu près comme d'habitude, même des trucs un petit peu plus compliqués, par exemple j'ai lancé Eclipse
iOS. Voilà, il n'y a pas de JRE natif ARM sur Mac encore, mais là ça a l'air de compiler, c'est plutôt rapide. Donc plutôt une bonne première impression quand vous installez vos applications. Alors pour autant, Rosetta 2, c'est pas parfait du tout. Déjà, ça met du temps à se lancer. Par exemple, quand vous lancez Office pour la première fois, ça va rebondir pas mal dans le dock. Ensuite, j'ai eu pas mal de blocages, là par exemple avec iStat Menu qui moulinait dans le vide. J'ai aussi des applications qui marchent pas du tout. Par exemple, Vue, là, une application de 3D, et elle voulait absolument pas se lancer. Donc ça bloquait complètement. On a aussi testé Illustrator avec des graphistes, là, avec des fichiers un petit peu compliqués. C'est impossible de travailler. Il y a des bugs graphiques dans tous les sens, des grosses lenteurs. Même dans Final Cut Pro, un logiciel d'Apple, moi j'utilise pas mal les plugins Motion VFX. Là, ils sont pas encore compilés, donc ça va prendre encore quelques semaines. Même chose dans l'audio, dans la vidéo. Enfin, il y a pas mal de programmes comme ça qui ont plein de plugins et tout, qui ne fonctionnent tout simplement pas. Donc il faut quand même faire attention si vous utilisez par exemple Docker, si vous êtes développeur, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout et vous avez aucune solution. Donc se ruer sur ces machines quand on est un professionnel, c'est vraiment pas une bonne idée, en tout cas en mode compatibilité Intel. Bon, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée des applications iOS nativement sur Mac. Donc vous pouvez installer par exemple Mac Forever pour iPad ou pour iPhone sur votre Mac Apple Silicon. Alors c'est un petit peu bizarre puisqu'en fait voilà, ils apparaissent dans un coin de l'écran, vous pouvez pas vraiment les redimensionner, le Mac est pas tactile, donc voilà, il y a certains trucs qui vont pas marcher. Par exemple, là vous avez des jeux, il faut voilà, balader l'iPhone, bon là vous pouvez pas balader votre Mac, il y en a, ça utilise des manettes, donc il faut greffer une manette de jeu. Et puis c'est vrai que de ne pas pouvoir les mettre en plein écran, de ne pas pouvoir les redimensionner, c'est un petit peu frustrant. Finalement, moi j'aurais préféré juste, par exemple, qu'ils nous mettent une réplique de son iPhone, par exemple, pour pouvoir chatter sur Snap ou des applis qui n'existent pas sur Mac, ça aurait pu être cool. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas de Mac tactile, donc moi j'aurais aimé avoir une espèce de semblant d'iPad ponctuellement, là c'est pas le cas non plus. Donc voilà, peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est les prémices de quelque chose, mais pour l'instant, je me suis pas dit waouh, c'est vraiment cool d'avoir ça. Non, franchement, c'est rigolo à tester comme ça, mais bon, je pense pas que je vais en télécharger beaucoup. Bon, Windows sur ces Mac, c'était une grosse question, mais il n'y a pas de Windows sur Mac, puisque Windows, vous savez, c'est un monde plutôt Intel, même s'il existe Windows sur ARM, mais il n'y a pas beaucoup d'applications, et de toute façon, on ne peut pas l'installer, un Bootcamp ne le gère pas encore, il faut peut-être qu'ils se mettent d'accord avec Microsoft. On peut quand même lancer des applications Windows, notamment avec Crossover, regardez ici, qui est basé sur Wine, alors c'est toujours le même système, je ne sais pas si vous connaissez, avec des petites bouteilles d'applications, où, bon voilà, vous avez une liste d'applications compatibles, alors c'est pas très transparent, l'intégration est assez mauvaise, mais voilà, ça marche, on arrive à jouer à des petits jeux pour de la bureautique. Voilà, si votre logiciel est géré, ça fait à peu près le job, mais c'est pas aussi bien qu'un parallèle par exemple. Donc voilà, est-ce que ça va arriver? Peut-être. Est-ce que Windows va vraiment passer sur ARM? En tout cas, c'est vrai que si vous avez besoin de programmes purement PC Intel, c'est pas du tout la machine à acheter pour l'instant. Bon, une première conclusion, donc après quelques jours d'utilisation de ces trois machines, déjà une très bonne impression générale, on a toujours des bécanes très bien finies, on change pas vraiment d'environnement, il n'y a pas d'écran tactile, de trucs un petit peu bizarres. En fait, on utilise un Mac comme avant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est assez perturbant, c'est d'avoir des machines finalement avec des performances assez haut de gamme, donc on va le voir dans la vidéo suivante, mais avec des caractéristiques d'entrée de gamme. On n'a pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de connectique, pas mal de limitations aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on a envie d'installer des logiciels professionnels, mais on se retrouve vite bloqué ou un petit peu limité. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier à qui se destinent ces machines, à des gens voilà, qui prévoyaient d'acheter des MacBook Air, des MacBook Pro 13 pouces autour de 1000-1500 balles maximum. Et c'est vrai que pour ce budget-là, il n'y a pas d'équivalent en termes de perf et surtout en termes de durée de vie. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Mais voilà, il ne faut pas vouloir faire tout de suite de l'Illustrator, du Photoshop et même du Final Cut Pro là-dessus. Ce n'est pas adapté selon moi, vous allez avoir trop d'incertitudes pour votre boulot. Mais pour tous les autres, pour l'essentiel en fait des acheteurs d'Apple, pour moi c'est un excellent compromis qu'a sorti Apple ici. Bien sûr, on va parler des performances, ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. Voilà les amis, donc pour ce premier aperçu des Mac M1, je vous prépare une deuxième vidéo qui est vraiment axée au niveau des performances. On a fait pas mal de tests, donc il faut que je finisse un petit peu ça pour vous la proposer. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applis. Mac Forever, c'est plein d'actu autour de ces machines, des bons plans aussi toute l'année. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!